Ouais, merci d'être venu. Ça me fait vraiment plaisir de partager les résultats de mon projet postdoc avec vous. Ça fait un bout de temps que je travaille ici et je assiste au séminaire, donc c'est un honneur de présenter maintenant. Je travaille avec Pascal Roux et son équipe et j'ai mis mon fonds de recherche tout de suite aussi ici. Comme on parle de politique pharmaceutique, c'est toujours bien de faire la déclaration de fonds d'abord. Donc, c'est le Fonds québécois qui m'a financé pour faire cette recherche. Donc, je parle de la participation publique aux évaluations du nouveau médicament, participation publique et patient, de plus en plus dans les décisions sur les soins de santé. La participation du public et des patients est encouragée, c'est en généralement de plus en plus appuyé dans les décisions individuelles pour des traitements médicaux pour les patients individuels avec leur docteur, comme des décisions partagées, tant que des décisions plus collectives pour le développement de politiques de la santé, les réformes santé, système de santé. Et la politique pharmaceutique n'est pas une exception. Ici aussi, comme écrivent ces auteurs, il existe un consensus général voulant que la voix publique soit importante et nécessaire dans le développement de la politique pharmaceutique. Mais malgré cette volonté d'inclure les patients et le public dans la politique pharmaceutique, il y a quand même des questions importantes qui persistent dans toutes ces procédures de comment faire la participation publique et patient. Donc, ces auteurs disent parce que le public profane et les utilisateurs des médicaments ne font pas une seule identité, le défi pour les décideurs est d'identifier et d'intégrer ces voix nombreuses et diverses. Donc ici, il identifie déjà deux défis importants. Premièrement, c'est quelle est la voix publique? Souvent, c'est présenté comme deux voix contradictoires et distinctes catégoriquement. La voix publique, ce sera la voix des citoyens désintéressés qui mettent en avant un intérêt général dans la politique pharmaceutique. Et à l'autre côté, la voix des patients ou des gens concernés, les utilisateurs des médicaments sous évaluation, en évaluation, qui ont un intérêt personnel dans ce médicament spécifique au lieu d'avoir un intérêt général sur la politique. Donc souvent, les deux voix sont présentées comme ça. Donc, comment intégrer ces deux, comment identifier ces deux voix. Mais la deuxième question est aussi comment, quand on veut intégrer ces voix publiques, c'est comment les intégrer dans un setting qui est supposé être basé sur les données probantes. Donc, les décisions médicales, bien sûr, doivent être informées par les intérêts publics, mais aussi devraient être basées sur les données probantes, comme on dit le evidence-based medicine. Donc, dans cette setting, comment on peut à la fois avoir une politique basée sur les données probantes et aussi intégrer ces voix publiques? Comment on peut mettre ces deux choses, ces deux bases de politique, ces deux arguments, preuves ou ces deux justifications ensemble? Comment on peut les intégrer? Est-ce qu'ils ne sont pas contradictoires aussi? Donc, pour mieux comprendre ces deux questions, j'ai fait une recherche empirique sur la participation publique et il s'agit d'une procédure spécifique au Food and Drug Administration aux États-Unis. Donc, c'est l'équivalent du Santé Canada. C'est là où il a mis l'autorisation de mise sur les marchés des nouveaux médicaments. Dans ce processus, c'est l'industrie pharmaceutique qui prépare toutes les données cliniques, qui prépare tout un dossier des données pour faire la demande de l'autorisation de mise sur le marché. Et il présente ce dossier devant un comité d'experts qui va faire l'évaluation des médicaments, qui vont voter à la fin pour donner une recommandation, oui ou non, ce médicament devrait être mis sur le marché. Donc, dans cette procédure, des comités d'experts qui va évaluer les données. Il y a aussi une partie qui est la participation publique. Ça s'appelle la séance ouverte au public, Open Public Hearing. Donc, pour chaque réunion du comité d'experts, il y a un maximum de 60 minutes qui est dédié aux des témoignages publics. Donc, le public, ça veut dire Public Stakeholders and Interested Persons, c'est ça qu'ils ont appelé dans les documents, dans la réglementation de cette procédure, peut faire un témoignage devant le comité d'experts. Il reçoit à peu près 5 minutes
pour mettre en avance leur avis. Donc, toute information pertinente, toute perspective pertinente peuvent être présentées par ces participants publics. Donc, quand les réunions sont annoncées, il y a tout un calendrier des réunions. Il y a une invitation ouverte pour les gens pour présenter leur témoignage. Sauf les employés de la ferme, la compagnie qui fait la demande à elle-même, eux, ils sont exclus. Il n'y a pas d'autres critères de sélection pour qui peut se représenter. Donc, c'est cette procédure spécifique que j'ai analysée pendant mon projet. J'ai posé 2 questions sur ces témoignages publics. Premièrement, qui est le public qui participe dans cette procédure? C'est qui va se présenter dans cette invitation ouverte? Qui est intéressé à participer à cette procédure? Et deuxièmement, c'est quoi les arguments mobilisés par le public? Donc, comment ce public même va mettre en avant les sortes d'argumentations, les sortes de justifications qu'ils vont mettre en avance pour participer à cette évaluation des nouveaux médicaments. Plus précisément, les données empiriques sur lesquelles je me base, j'ai pris le comité d'experts en oncologie, parce qu'il y en a à peu près 12 comités dans les différents domaines au FDA. Donc, j'ai pris le comité d'experts en oncologie, toutes les réunions de 2009 au 2013. C'était 42 réunions. Et 32 de ces réunions, il y avait un ou plusieurs intervenants publics. Et ça faisait un total de 123 témoignages publics. J'ai des transcriptions verbatim de tous ces témoignages. Donc, j'ai vraiment regardé le contenu de cette participation publique au FDA. Comme je disais, c'était à peu près 5 minutes par intervenant. Et une partie de leur témoignage, c'était au début, ils étaient encouragés de faire une déclaration de conflit d'intérêts. Ça, ce n'était pas obligatoire, mais au début, les participants sont demandés de déclarer s'ils avaient du financement par l'industrie ou non. Donc, ça faisait partie de mon analyse, ces déclarations. Donc, pour vous montrer les premiers résultats, qui est le public qui participe à cette procédure? C'est surtout des patients, en fait. Donc, ce n'est pas des citoyens généraux. Vraiment, la grande majorité, 79%, sont des patients. Et ils sont divisés à peu près la même proportion des patients individuels. Donc, ce sont des patients qui n'ont pas une association avec une association des patients. Et 40% des patients qui sont associés, qui sont membres d'une association des patients de cancer. Et il y avait aussi des experts, donc des chercheurs qui ont participé aux essais cliniques organisés par l'industrie. Il y en avait aussi des experts, des chercheurs, des cliniciens qui présentaient. Et parmi ce public, il y avait à peu près un tiers qui déclarait un financement de l'industrie et aussi un tiers qui avait une déclaration qu'il n'y avait aucun financement de l'industrie et un tiers qui n'adressait pas cette question du tout. Et ces proportions, c'était à peu près la même proportion pour les différents patients. Donc, s'ils étaient des patients individuels ou associés à une association ou des experts, ils avaient à peu près la même proportion des patients qui avaient un financement de l'industrie ou non. Donc, ça pourrait être un remboursement pour venir aux réunions, l'hôtel, le voyage, ou ça pourrait être un financement plus général, par exemple, une partie du budget de l'association de patients qui venaient de l'industrie. Et finalement, la grande majorité plaide pour l'autorisation des mises en marché. Il y avait vraiment presque 90% qui prenaient position en faveur. Donc, pour chaque réunion, c'est un médicament spécifique. Donc, dans tous ces différents médicaments, il y avait plutôt une pression des témoignages pour elle-même. Mais il y avait aussi quelques intervenants qui étaient neutres, qui ne prenaient pas position, qui disaient, qui avaient des témoignages comme mais vous, en tant qu'expert, vous devrez prendre la bonne décision, mais voici des choses importantes à dire. Donc, ils ne prenaient pas vraiment position pro ou contre.
Et il y en avait 6 intervenants qui prenaient vraiment position contre la mise en marché pour ce médicament en évaluation. C'était un très petit pourcentage. Donc, en total, la majorité, ce sont des patients qui sont en faveur du AMM. C'est assez homogénéité si on le présente comme ça. Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'il y avait juste une voix publique ou une voix des patients, parce qu'ils présentaient leurs témoignages, c'était très, très divers quand même. Ils mettaient en avant leurs arguments, justifications, le pourquoi de prendre cette position était très divers. Donc, j'ai analysé le contenu aussi des arguments mobilisés par le public. Donc, j'ai fait une analyse qualitative des témoignages pour mieux comprendre qu'est-ce qu'il met en avant en termes de preuves ou valeurs ou justifications. Pour cette partie, je me base sur un cadre d'analyse de sociologie pragmatique. Donc, c'est le travaux de Boltanski et Thévenot, surtout leur livre de la justification, les économies de la grandeur, où ils vont proposer une approche pour évaluer des débats publics. Donc, cette approche, c'est dans leurs travaux, sont des débats publics plus larges. Donc, ça peut être des décisions pour apprendre, pour mettre une nouvelle autoroute ou pour la fermeture d'un hôpital. Donc, des débats publics plus ouverts en général. Mais ce qu'ils partagent avec ces procédures ici, c'est une évaluation de la valeur, ou ce qu'eux, ils appellent une grandeur d'un objet ou projet. Donc, si ça soit une nouvelle autoroute ou un nouveau projet politique à mettre, ou l'objet peut être un nouveau médicament, ils ont développé plusieurs répertoires d'évaluation. Donc, ce sont des registres différents que les gens peuvent utiliser pour évaluer cette valeur d'un projet ou objet. Et ce sont des répertoires qui coexistent, qui sont en interaction, en dialogue l'un avec l'autre. Donc, ils ont développé 7 répertoires spécifiques. Je me suis inspirée par ces répertoires, mais je n'ai pas juste copié ces répertoires. Je les ai modifiés pour mieux mettre pour ce setting qui est très spécifique, comment le public évalue la valeur des nouveaux médicaments. Donc, j'ai fait un aller-retour entre les données empiriques et ces répertoires pour construire les propres répertoires au setting. Et il va en ressortir que pour évaluer les nouveaux médicaments, il y a des différentes représentations du objet sous évaluation. Donc, le médicament, ça peut être représenté de manière différente. Ça peut être un produit chimique, mais ça peut aussi être un produit sur le marché, comme on va le voir. Et il en sort des différentes manières pour évaluer ces différents médicaments. Le bien à assurer est différent aussi dans les différents répertoires. Donc, dans ce cas, c'est vraiment le rôle du FDA qui va envisager différemment. Les formes de preuves qui sont mises en avant sont différentes. Donc, ça peut être des statistiques, mais ça peut aussi être des expériences personnelles, etc. Et les qualifications de l'intervenant pour que l'intervenant peut réclamer le droit de parler dans ce répertoire. Ça, c'est assez abstrait. Ça m'a rendu à mettre plusieurs répertoires comme ça. Donc, inspiré par les répertoires de Boltanski et Thévenot, il y a, dépendant, le médicament est différent. Ça peut être un produit chimique. Si le médicament est représenté comme un miracle ou un espoir, il y a différentes manières pour évaluer. Si c'est une marchandise commercialisable, on évalue le bénéfice ou la valeur du médicament différent, etc. Donc, il y a le répertoire IBM, inspiration, marchand et civique. Je vais vous parler un peu plus de 3 premiers répertoires. Je vais les lire comme ça, dans cette direction. Donc, le répertoire IBM, c'est le répertoire qu'on attend que les experts sur les comités, ils utilisent ce répertoire scientifique, les données cliniques, pour mesurer le bénéfice-risque pour la santé. Mais les intervenants publics aussi s'inscrivent dans ce répertoire, qui vont inscrire dans le même répertoire scientifique d'évaluer les médicaments.
Surtout, les 6 intervenants qui prennent position contre la mise en marché de médicaments en évaluation s'inscrivent vraiment dans le même répertoire de IBM. Donc, il veut que l'évaluation est basée sur la science. C'est ça leur rôle, leur témoignage est d'assurer que l'évaluation est basée sur la science et pas l'opinion publique ni l'intérêt de l'industrie. Donc, comme illustration, un de ces intervenants dit « Le comité d'experts du FDA est souvent sous pression d'approuver un nouveau médicament, en espérant que certains patients en bénéficieront. Mais ceci n'est pas votre tâche. Votre tâche est de déterminer si la science soutient l'approbation. » Donc, ils parlent vraiment le vocabulaire de IBM et ils interagissent plus ou moins comme des experts. Donc, la notion de lay expert, comme Epstein l'a développé, s'applique bien ici. Ce sont des patients qui parlent. Leur rôle est vraiment d'interagir comme un expert. Donc, un des intervenants dit « Nous constatons avec consternation le changement de critères d'évaluation dans l'essai qui fait l'objet de la présente demande. Le changement du critère survie globale au critère délai dans la progression semble d'être motivé par le besoin du demandeur de l'AMM, donc ça c'est la compagnie de l'industrie, de démontrer un certain avantage quand il n'y en a aucun. Donc, ils vont vraiment mettre en avant que ce sera la science qui évalue la valeur, que ce ne sera pas la compagnie qui peut manipuler un peu les données. Donc, ils vont insister que les experts devraient être des bons experts. Et ils connaissent très bien les méthodologies des essais, etc. Et ils mettent en avant aussi leur qualification scientifique pour réclamer le droit de parler dans ce répertoire. Donc, même si ce sont des patients qui sont membres d'une association de patients, ce sont aussi des experts, des chercheurs. Une autre sorte de témoignage qui est présenté par ces patients s'inscrit aussi dans le répertoire IBM, mais ce sont des témoignages qui prennent position en faveur du AMM et qui mettent en avant, en fait, leur expérience personnelle. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont rejeter les principes. Donc, ils vont mettre dans leur témoignage, ils vont créer un espace pour cette expérience personnelle. Ils mettent ça en continuum avec les chiffres dans le même répertoire. Donc, ils disent « Je comprends, j'apprécie que la recherche universitaire généralement met en doute les preuves anecdotiques. » Donc, ils reconnaissent vraiment les principes IBM ici. Mais j'espère que le comité examinera les expériences individuelles présentées aujourd'hui comme des histoires représentatives derrière les chiffres. Donc, ils ne vont pas en contraste, mais ils voient ça en continuité. Par exemple, ce que l'expérience personnelle peut faire pour éclairer les chiffres, c'est les expériences peuvent montrer qu'est-ce que les faits signifient réellement. Donc, il ne met pas vraiment en doute les chiffres, mais il veut montrer qu'est-ce qu'un chiffre ou un terme clinique veut dire. Donc, dans une des discussions, il parle beaucoup d'un effet secondaire d'un nouveau médicament comparé à un autre médicament. Donc, un des patients dit « Ce terme, réaction de la peau des mains et pieds », c'est l'effet secondaire, peut sembler relativement innocent, ce terme clinique. Mais il est en fait, en réalité, très invalidant. Donc après, elle va parler de ses expériences. Qu'est-ce que ça veut dire, cet effet secondaire? Tourner une poignée de porte, tenir une tasse, même de démarrer la voiture, porter quelque chose, mais qui met la pression sur les mains était épouvantable. Donc, il ne met pas en question le répertoire IBM, mais il faut quand même contribuer à mieux comprendre les chiffres ou à attribuer le bon poids aux chiffres. Donc, un des médicaments, dans les données, il y avait une augmentation de survie de 16 jours. Ce qui paraît quand même pas très significatif. 16 jours, c'est 2 semaines et demie. Mais le participant public insiste que ces 16 jours permettent de vivre un événement important dans la vie, comme un mariage, une naissance ou l'obtention d'un diplôme. Donc, comme ça, ils vont montrer aux experts comment mettre le bon poids sur les chiffres et intégrer les chiffres avec l'expérience personnelle. Dans un autre répertoire, le répertoire inspirationnel, ça c'est vraiment se met en contradiction avec IBM, qui rejette les principes IBM, qui est vraiment incompatible.
avec les chiffres. Donc ici, ils vont contraster en fait ce répertoire plus IBM où le médicament est un produit chimique avec ce répertoire inspirationnel. Donc un des patients dit, l'FDA regarde la chimie des données cliniques de ces médicaments et voit des choses semblables. Donc dans les mesures cliniques, ça se peut que les bénéfices des deux traitements sont très similaires, que l'un n'est pas mieux que l'autre. Mais le patient, par contre, regarde l'efficacité du médicament personnellement. Et il voit tout simplement qu'un médicament fonctionne et l'autre pas. Toutes les données au monde ne changent pas ce fait essentiel. Donc, ils vont vraiment mettre à doute l'utilité du chiffre agrégé pour leurs propres bénéfices, etc. Donc, ce qui veut le bien à assurer de FDA, le rôle de FDA que ces patients voient dans leur argument, c'est assurer ses bénéfices pour chaque individu. Donc, même si c'est une minorité qui a un bénéfice, il veut que le rôle de FDA soit d'assurer ses bénéfices, peu importe les résultats agrégés. Donc, chaque patient est unique et répond différemment. C'est moralement et éthiquement injuste d'arrêter le traitement pour ceux qui en bénéficient. Et même si les statistiques sur Avastin sont peut-être décevantes dans l'ensemble, les résultats individuels sont dramatiques. Il faut vraiment mettre ça en avance, que ces bénéfices, même si c'est minoritaire, il faut quand même protéger ces bénéfices. Mais comment mesurer cette efficacité personnalisée si on ne peut pas se baser sur des résultats agrégés? Mais premièrement, il y a donc ce rejet de chiffres qui est présenté comme déshumanisant en soi. Je ne suis pas juste un cas anecdotique, je suis une femme, mère, sœur, tante, grand-mère, amie. Je suis une personne bien vivante, méritant la dignité d'être traitée comme telle. Et au lieu de faire des mesures agrégées statistiques, ils mettent en avant un témoignage direct. Moi, je suis la preuve vivante. Donc, ils peuvent mettre leur propre scan cité, par exemple, pour montrer qu'eux, ils ont bénéficié comme individus. Ou ça peut être un médicament qui est miraculeux, que ça ne mérite même pas une explication. Pour une raison inexplicable, Avastin fonctionne. Ça donne une valeur personnelle. J'ai une qualité de vie qui est rien que miraculeuse. Donc, les explications scientifiques ne s'appliquent pas ici. Ils rejettent ça et mettent vraiment en contraste. Et troisièmement, le répertoire marchand. Ici, le médicament s'est présenté comme une marchandise commercialisable. Donc, c'est assez classique comme répertoire, comment évaluer le médicament aussi. Le bien assuré, c'est l'autonomie des patients et le libre choix. Donc, il y a une grande partie des patients qui vont insister que la décision devrait être entre ces patients et leur médecin. Quel effet secondaire, quel risque ils choisissent d'assumer. Ils vont témoigner que moi, en tant que soignant, je sais, ainsi que mon mari Michael, que chaque médicament a des effets secondaires. Les patients doivent peser le rapport bénéfice-risque, mais c'est notre vie et le choix est toujours de prendre le risque et de vivre. Donc, le rôle de FDA, au lieu de protéger les patients contre les risques, c'est en fait de protéger le droit de prendre les risques que ces patients réclament. Et il y a une autre version, quand un médicament, c'est un produit sur le marché, ça peut... il y a un argument à faire pour que il faut être approuvé pour marcher en bonne santé. Donc, il y en a des témoignages qui disent « Nous aimerions un autre agent pharmaceutique sur le marché pour forcer la compétition sur le marché. » Je serais ravie de voir ces prix baisser. Avoir 2 gars là-bas est beaucoup mieux que d'en avoir un. Donc, 2 produits qui sont en concurrence, en compétition pour baisser les prix. Donc, c'est un argument commercial, mais en fait, c'est pas directement pour améliorer les intérêts industriels. En fait, ils font cette argumentation pour dire ça va en fait baisser le prix. Donc, c'est aussi en intérêt public plus général, cet répertoire. Et qu'est-ce qui met en avance des preuves? Mais ce n'est pas des preuves en tant que données scientifiques, mais sont des valeurs universelles qui sont en concurrence. Donc, qui pourrait priver les patients de ce droit? Le droit de prendre les risques, le droit de choisir son traitement. On est d'accord que c'est une valeur
universelle à respecter, mais il est en concurrence avec d'autres valeurs. La concurrence aussi, c'est une chose merveilleuse, vous savez, c'est une bonne chose peut-être sur la baisse de prix, sur l'amélioration de la qualité des produits. Donc, ils n'ont pas besoin de montrer des preuves pour ces arguments. C'est pris comme des principes partagés en général. Et cet répertoire présume quand même des qualifications pour des patients et pour des docteurs, qu'ils sont autonomes et informés. Donc, comme la soignante de Michael disait, on est bien informé, on sait qu'il y a des effets secondaires. Et aussi, les experts qui mettent en avant cet argument, ils mettent leur qualification en avance que je ne travaille pas pour GlaxoSmithKline, je ne travaille pas pour Genentech. Donc, ils mettent en distance ces intérêts d'industrie pour montrer qu'ils ont quand même le droit de prendre ce répertoire. Donc, en conclusion, il reste encore assez de temps. En conclusion, pour intégrer ces voies publiques diverses, ce que je vois, il y a des voies, surtout des patients, mais ce ne sont pas tous des voies homogènes. Il y en a qui ont vraiment un appui sur IBM, donc il y a une intégration à faire plus facile ici. Les experts profanes qui prennent directement ce répertoire et aussi les expériences de maladies qui peuvent améliorer les chiffres. Donc ici, le IBM et les témoignages publics ne sont pas nécessairement en contraste. Le deuxième, ils rejettent les principes de IBM, donc ça, c'est beaucoup plus dur à intégrer. En fait, ils rejettent ce répertoire des experts et mettent en avant une autre façon d'évaluer des médicaments qui est vraiment incompatible. Et le troisième, c'est pas vraiment l'attention n'est pas sur les données cliniques et les preuves mises en avance, mais c'est plus des valeurs qui sont en concurrence. Donc, en IBM, le plus important, c'est de protéger la santé. Ça, c'est la valeur que le FDA devrait poursuivre. Mais dans le répertoire de marchands, ça, ce n'est pas le seul rôle du FDA. Il y en a d'autres rôles de FDA et d'autres valeurs universelles qui sont en concurrence avec la santé. Donc, il faut peser ces différentes valeurs pour intégrer ces différents témoignages. Donc, cette procédure, dans la pratique, quand on regarde la pratique, comment ça se produit dans la pratique, je pense que cette procédure, clairement, crée une pression pro-AMM. Parce que la plupart des participants sont en faveur du mise en marché du médicament. Mais je ne peux pas aborder avec cette recherche la question si toutes ces voies ont aussi un impact sur les experts. Donc, est-ce que ces voies sont vraiment intégrées? Parce que c'est les experts sur le comité qui vont prendre la décision à la fin. Donc, sur cette recherche, je ne peux pas dire comment ces différentes voies ont un poids aux experts ou non. Mais il y en a quand même des pistes que je vois pour mieux regarder ça. Dans les transcriptions, il y a aussi, on peut voir les votes, donc le pattern de vote des experts. Est-ce que le médicament est approuvé ou non à la fin? Et aussi, parfois, ils donnent une justification pour leur vote. Donc, c'est quand même assez caché comment ce témoignage fait devant le comité. Après, c'est le comité qui vote, mais ils donnent parfois des justifications pour leur vote. Ils réagissent parfois sur le témoignage. Donc, j'aimerais regarder ces réactions aussi. Et finalement, bien sûr, la grande question, comment mieux concevoir les procédures PPE de participation publique? La question normative, est-ce que toutes ces voies devraient-elles être intégrées? Ça, c'est une question vraiment encore à discuter, pas juste les chercheurs, mais aussi ceux qui sont en responsabilité de créer ces différentes procédures. Ça, c'est juste un parmi d'autres procédures qui sont possibles. Je pense que ce que la recherche
contribue déjà, c'est de s'éloigner un peu de ces deux contradictions. Donc souvent, l'idée est qu'il y a deux voies, passion publique, et ils mettent en avant soit produit ou intérêt. Je pense en mettre en avant ces différents répertoires, on peut voir comment c'est plus compliqué comme ça. Dans les répertoires, le médicament est multiple, les valeurs sont multiples et en concurrence, et les preuves aussi. Donc je pense de mieux regarder comment ça se passe en pratique, ça nous aide quand même à avoir une vue plus informée, comment ça se passe, les différentes voies, et comment on pourrait intégrer à ces différents points de vue. Donc, je vous remercie, et bien sûr Pascalou aussi pour me guider, et Iman aussi pour être ici. Ah, t'es là. Elle m'a aidé avec le français. S'il y a encore des fautes, c'est tout à fait ma faute. Merci.